Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce 19-20. À la une de l'actualité nationale, la chasse aux abstentionnistes à 3 jours d'un imprévisible premier tour de la présidentielle. Les candidats affûtent leurs derniers arguments et François Hollande appelle tous les Français à aller voter. Les prochains jours seront décisifs. Le bio s'installe dans nos assiettes. Les éleveurs s'organisent pour répondre à la demande d'une viande bio dans la grande consommation. Dans l'actualité de notre région, le manque d'eau préoccupe le monde agricole. Il n'a pas plu depuis 3 semaines, ce qui oblige certains agriculteurs à arroser leur culture à une époque de l'année où ils ne le font pas habituellement. Attention aux fils électriques, les actions de sensibilisation se poursuivent pour informer les pêcheurs des risques qu'ils encourent à proximité des lignes à haute tension. Le Festival des Jardins vient d'ouvrir ses portes au domaine de Chaumont-sur-Loire. 32 hectares de plantations dédiés cette année au pouvoir des fleurs. Mais avec le gel de ces derniers jours, nous allons le voir, elles ont un peu de retard. Voilà pour les titres. Et on commence avec cette alerte au gel dans les vignobles d'Indre-et-Loire. Vous l'avez remarqué, il a fait très froid ce matin, moins 2 degrés en moyenne. Les vignes d'Amboise ont été particulièrement touchées, avec des pertes allant de 50 à 80%. Même constat à Beaumont-en-Véron, où près de 50% des parcelles ont été touchées. Du côté de Montlouis-sur-Loire, en revanche, des hélicoptères ont permis de limiter les dégâts. On écoute. Le principe, c'est d'aller chercher la température un petit peu positive en altitude et la plaquer au sol pour remonter la température qui est négative au niveau des bourgeons de la vigne. Le gel n'est pas le seul problème en ce moment. Le manque d'eau préoccupe également le monde agricole. Il n'a pas plu depuis 3 semaines et déjà les premières conséquences se font ressentir. Certains agriculteurs sont obligés d'arroser leur culture à une époque de l'année où ils ne le font pas habituellement. Reportage Mélanie Trachler et Benoît Bruyère. Il y avait longtemps que Jean-Louis Le Faucheux n'avait pas arrosé son blé tendre si tôt dans la saison. Quand la plante est jaune aux pieds, c'est qu'elle manque d'eau. En global, on est quand même là un petit peu... on est en début de déficit hydrique pour nos céréales. Il est temps d'intervenir pour déclencher la première irrigation. Irriguer, c'est du travail en plus et cela coûte cher. À 40 € de l'hectare par passage, ici cela coûterait 2 000 € pour les 50 hectares de cette exploitation céréalière. Et s'il ne pleut pas, à nouveau 2 000 € 10 jours plus tard. On a vraiment le scénario qu'on n'aime pas du tout. C'est-à-dire que on a du froid, du sec et du vent nord-est. Là, on peut le voir, hein, au bord de la Loire. C'est peut-être amplifié par le fait qu'on soit là. Donc, c'est pas terrible. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas un temps de pouce. Voilà. Le paysan, il dit quand il fait beau, il fait chaud, il pleut, on appelle ça un temps de pouce. Et là, on n'a pas un temps de pouce. Voilà. Le taux de remplissage des nappes phréatiques en région Centre-Val de Loire est très varié. Après les inondations de l'an passé, certaines ont été rechargées comme celle de Beauce, ici en vert au nord de la région. Ailleurs, la situation est différente. Dans d'autres secteurs, il y a d'autres nappes souterraines qui par contre sont beaucoup plus réactives. Et le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'eau pendant l'hiver, et s'il n'y a pas d'eau au printemps et puis d'ici cet été, là la situation risque d'être plus sensible, avec des niveaux qui vont être bas. Et c'est le cas notamment Champagne-Berrichonne. La situation pourrait devenir plus préoccupante si elle perdurait jusqu'à l'épiaison du blé, c'est-à-dire à la mi-mai. Il faudrait de l'eau dans les 3 semaines à venir. Les éleveurs, eux aussi, sont inquiets. 10 moutons ont été égorgés et dépecés dans la ferme de Tachinville à Thivard. Les voleurs se sont introduits dans le champ en bordure de la RD 910 et sont repartis avec plusieurs morceaux de viande. Une enquête est ouverte. Attention aux fils électriques. Les actions de sensibilisation se poursuivent pour informer les pêcheurs des risques qu'ils encourent à proximité des lignes à haute tension. Didier Lepape, Sana Asnaoui. Il est très rare que les pêcheurs s'électrocutent par accident, car inlassablement, les associations de pêcheurs rappellent les risques. Une canne de 7-8 mètres, imprudemment, un pêcheur peut la relever et puis bien sûr avoir un accident. Et il y a aussi le problème des fils. Quand on pêche avec une canne à leurre, les fils sont la plupart du temps carbonés parce que ça facilite la glisse. Enfin bon, c'est un petit peu technique, mais... Et du coup, bien évidemment, si le fil touche la ligne, le contact se fait et le pêcheur peut être brûlé, électrocuté. Il faut tout faire pour éviter ce genre d'accident. Ici, une ligne à haute tension, 90 000 volts. Enedis et le réseau de transport d'électricité lancent une campagne de prévention en posant les panneaux où le danger existe. Il ne suffit que de 30 secondes quand on arrive sur un environnement
pour regarder un petit peu en l'air et vérifier qu'il n'y a pas de risque. C'est pas longtemps et ça permet de sauver des vies. Ça fait plusieurs années qu'on est partenaire de la Fédération de pêche et on voit qu'il faut continuer en fait dans ce sens. Faut rappeler sans arrêt le même message et il commence à être porté par l'ensemble des fédérations et des associations et on voit le résultat là depuis un certain nombre d'années, il n'y a plus le moindre accident. Ces pêcheurs de carpe, prudents, ne lancent pas leur ligne, mais l'emmènent à l'aide d'un bateau électrique. Une énergie, elle, sans danger. Il y a beaucoup de choses qui valent le coup pour une carpe, mais mourir, non. Les 13 000 pêcheurs auréliens entendront ce message. Dans l'actualité également, le CHU de Tours se mobilise pour le maintien de ses emplois. 120 grévistes ont manifesté cet après-midi place Jean Jaurès pour dénoncer les suppressions de postes liées à la restructuration de l'hôpital dans le plan présenté aujourd'hui à la ministre de la Santé Marisol Touraine. Selon les syndicats, 400 emplois seraient menacés d'ici 2026. À 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle, faisons maintenant le point sur les intentions de vote. Les derniers chiffres nationaux et régionaux sont tombés cet après-midi. On en parle avec Faiza Garel qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir Faiza. Parlez-nous de ces dernières tendances. Bonsoir Pauline, bonsoir à tous. Alors c'est le dernier sondage avant le premier tour de dimanche. Regardons tout de suite les résultats. Au niveau national sont en tête Emmanuel Macron, 23% des intentions de vote. Juste derrière Marine Le Pen, 22,5%. François Fillon, 19,5%. Jean-Luc Mélenchon, 19%. Le candidat de la France Insoumise réalise une remontée fulgurante par rapport au mois dernier, plus 7 points. Benoît Hamon, 8%. Nicolas Dupont-Aignan, 4%. Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade et François Asselineau culminent eux à 1%. Alors, est-ce que ces intentions de vote se retrouvent dans notre région Centre-Val de Loire? Eh bien, vous allez voir que la hiérarchie est respectée, mais ceux qui sont sûrs d'aller voter sont plus nombreux à se mobiliser en faveur d'Emmanuel Macron, qui passe chez nous la barre des 25% avec 26,5%. Marine Le Pen, 22% à peu près comme au niveau national. François Fillon, 18%, toujours talonné par Jean-Luc Mélenchon, 17,5%. Ensuite, Benoît Hamon, 9,5%. Viennent après Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou à 2%. Et enfin, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, Jacques Cheminade et François Asselineau à 1% maximum. Au-delà de ces chiffres bruts, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution des intentions de vote avec un candidat qui se détache très nettement des autres, c'est Jean-Luc Mélenchon. Dans notre région, il gagne 6,5 points en un mois. Parmi les autres candidats qui font la course en tête, seul François Fillon remonte également d'1 point. Les autres, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, perdent du terrain. Et est-ce que cela veut dire que les dés sont jetés ? Eh bien, pas forcément, parce qu'il y a une marge d'erreur. Et la marge d'erreur pour le sondage dans notre région, pour les principaux candidats, se situe entre 3,2 et 3,9 points. C'est important. Prenons un exemple. Un score à 20% peut correspondre en réalité à 16,5 ou 23,5%. Dans une configuration classique avec un leader, un outsider, ça permet de se projeter, sauf que là, ils sont 4 et 4 à pouvoir se qualifier au second tour. La qualification pourra se jouer à un écart très faible. Il y a 2 autres inconnus, l'abstention et l'indécision. Plus d'1 quart des électeurs seraient en train de se décider en ce moment. Certains ne le feront peut-être qu'à la dernière minute. On est de plus en plus méfiant vis-à-vis des sondages et pourtant, cette élection battra un record, celui du nombre de sondages publiés. Il y en a eu plus de 500. Merci Faiza pour ces précisions. On s'intéresse maintenant à l'un des prétendants à l'Élysée, Jacques Cheminade. À 75 ans, c'est sa 3e campagne présidentielle. Alors que propose-t-il? Ses idées, son programme, avec Manuel Tissier et Soigny Thiebaud. Pas de drapeau ni de musique au meeting de Jacques Cheminade. À Montpellier, l'ancien énarque a posé ses tréteaux et ses affiches, place de la Comédie. Moi, je pense qu'il faut donner un choc et sortir de l'euro. Jacques Cheminade n'a jamais dépassé 1% des suffrages. Mais il espère que sa volonté d'interdire la spéculation ou encore de baisser les commissions bancaires pèseront enfin dans le débat. Si j'avais 3% des voix, je serais beaucoup plus important que celui qui a gagné, parce qu'on aurait voté pour des idées. Et j'appelle les gens à voter pour moi de toute leur force, parce que là, ils exerceront un poids et ils auront quelque chose qui n'est pas dans le jeu habituel de l'entre-soi. Et voilà, nous allons parler solidarité et progrès avec Jacques Cheminade. Comme il y a 5 ans, Jacques Cheminade fait de la conquête spatiale un thème de campagne. Une idée souvent moquée, mais qui selon lui peut améliorer la vie sur Terre. L'Agence spatiale européenne a l'idée d'un village sur la Lune. Mais quel est le bénéfice pour nous?
c'est que ça amène des choses. Pesquet, qui est dans l'espace aujourd'hui, qu'est-ce qu'il étudie? Les maladies nosocomiales, les maladies de l'hôpital. Si vous parvenez à résoudre cette question des maladies nosocomiales, vous faites des économies à l'hôpital et vous faites des choses qui améliorent la santé humaine. Avant l'espace, Jacques Cheminade continue de parcourir la France avec sa petite équipe et son petit budget, 400 000 € pour toute la campagne. Autre candidat dont on parle moins, François Asselineau, fondateur de l'UPR, l'Union populaire républicaine, prône la sortie de l'Europe. Écoutez. François Asselineau commence à être reconnu dans la rue et pas seulement grâce à la présence de notre caméra. Je me suis rendu un petit peu célèbre en pointant les articles des traités, mais finalement, oui, bien sûr. Voilà. Mais finalement, il vaut mieux être critiqué parce qu'on connaît trop bien les dossiers, enfin il me semble en tout cas. Merci pour votre gentillesse en tout cas. Le candidat de l'UPR, l'Union populaire républicaine, veut sortir de l'Union européenne. François Asselineau a travaillé au sein de différents ministères dans des gouvernements de droite. Le haut fonctionnaire crée son parti en 2007, l'année des 50 ans de la création de l'Union européenne. En 2017, il obtient enfin les parrainages pour la présidentielle. Je suis petit parce que je n'emploie pas ma femme comme attachée parlementaire, c'est exact. Je suis petit parce que je n'ai pas un bilan catastrophique en termes de gouvernemental, c'est tout à fait juste. En revanche, je suis très grand en matière d'expérience professionnelle. Selon lui, le combat contre l'UE est une étape incontournable. Pour le reste, il fera appel au référendum citoyen, comme pour l'immigration ou le nucléaire. Les sondages le créditent d'1,5% des intentions de vote. Il sillonne le département depuis une semaine. Le bus Macron est à Tours jusqu'à dimanche. À son bord, 9 militants du mouvement En Marche vont à la rencontre des riverains pour tenter de convaincre les derniers indécis. On reste sur les routes avec un convoi exceptionnel qui a acheminé ce matin la charpente du futur carré international du parc équestre de La Motte-Beuvron. D'impressionnants camions de plus de 40 mètres de long ont livré cette nouvelle structure qui pourra bientôt accueillir des concours internationaux. Impossible de le manquer sur ces petites routes départementales de Sologne. Le convoi mesure 5,35 m de large et surtout 46 mètres de long. La traversée du centre-bourg de la Ferté-Beauharnais se fait au chausse-pied et dans un bruit de grincement de bois. Ces pièces de charpente sont parties l'avant-veille de Bretagne, destination La Motte-Beuvron. Pas loin de 500 km de trajet pris avec philosophie par Patrick. Il n'y a jamais de compliqué dans le convoi. Le convoi, c'est une passion. Il faut aimer. C'est de l'adrénaline. Jérém, là, on va voir des arbres à gauche et peut-être tu la mettras en route et on a un mille-pattes qui est garé à droite. Tu vois comme ça, à droite pour le mille-pattes, comme ça c'est tout bon et les arbres à gauche on est tout bon. Okay. 2 accompagnateurs voitures et 2 motards ouvrent la route au camion et assurent sa progression sur route comme en traversée de village. Donc là, je suis à la sortie de Chaumont-sur-Tharonne et on va arriver dans 10 minutes. Ok, ça marche. Voilà, d'accord? Je vais passer le message. D'accord, je vous remercie. 10 minutes plus tard, le convoi exceptionnel fait son entrée au parc équestre fédéral de La Motte-Beuvron. Une nouvelle livraison de charpente en bois destinée à la future grande halle du carré international du parc. Moins impressionnant, en raison de travaux de remplacement de rails, sachez que le tramway d'Orléans sera interrompu ce soir. À partir de 21 h et jusqu'à demain matin, des navettes de substitution ont été mises en place. Des produits frais vendus en libre-service dans des casiers automatiques à Beaulieu-Loche, dans le sud de la Touraine. On peut désormais trouver toute une gamme de produits variés, de la charcuterie, du pain, mais aussi des légumes. Jean-Paul Baume et Cyril Deville sont allés découvrir cette épicerie nouvelle génération. Dans cette épicerie entièrement automatisée, tous les articles viennent de producteurs locaux. La pièce est climatisée pour assurer la fraîcheur des produits et près de 300 casiers sont à la disposition des clients. Un soir, j'étais dans mon bureau et puis il y a des clients qui venaient et puis ça, entre guillemets, je ne veux pas dire que ça me dérangeait, mais ça me perturbait dans mon travail. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut faire un magasin, il faut faire une boutique. Et pour éviter d'avoir de la main-d'œuvre de vente, on a pensé à cette idée de casier, qui n'est pas nouvelle, mais pas très développée encore. En effet, le concept est ici très élargi puisqu'il est possible d'acheter de quoi faire un repas complet de l'entrée au dessert.
Après sélection des produits, le paiement se fait par carte, puis on récupère ses achats dans les casiers. L'approvisionnement est régulier, la boutique est ouverte 17 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je trouve que le principe est vraiment très bien pour avoir des produits de bonne qualité à n'importe quelle heure, en parallèle du marché. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Des fois, même le dimanche, quand il y a des amis qui viennent à l'improviste, ça dépanne, on vient prendre du pain, du fromage et on peut manger comme ça tous ensemble et voilà. 4 producteurs sont associés et en profitent pour se faire connaître de la clientèle, une solution d'avenir pour le commerce en milieu rural. Il faut évoluer aussi avec notre époque. Donc le fait de pouvoir aller au-devant des gens comme ça, je trouve que c'est une autre manière de travailler qui n'était pas envisageable voilà encore 5-6 ans, mais qui maintenant est pratiquement obligatoire. Avec une cinquantaine de casiers vendus chaque jour en semaine et jusqu'à 200 le week-end, l'épicerie 2.0 de Beaulieu-les-Loches a trouvé son public et ses créateurs ont encore des idées pour la faire évoluer. Un peu de musique à présent avec le Printemps de Bourges. Hier soir, c'est le chanteur Placebo qui a fait danser les festivaliers ainsi que des jeunes talents prometteurs. On voit ça tout de suite avec Jean-Philippe Tranvoise. Bonsoir Jean-Philippe, et ce soir vous êtes sur la place Sérocourt. Bien voilà, tout à fait, je suis place Sérocourt. Vous le voyez, l'ambiance commence à monter ici. Il y a déjà des concerts sur les scènes gratuites. Puis de l'ambiance, il y en aura aussi ce soir au W pour Vianney, notamment Vianney que nous avons rencontré cet après-midi. Très heureux de revenir 2 ans après, au printemps. Quand j'étais venu à Bourges il y a 2 ans, alors là j'étais vraiment, c'était improbable que je m'y retrouve. Personne ne connaissait du tout les chansons. Donc c'était, il y a quand même eu 2 ans d'écoulés. Donc heureusement qu'on a construit en 2 ans. Moi, ce qui m'obsède, c'est de faire des bons concerts, d'écrire des belles chansons et de progresser dans ma guitare, dans mon piano, tout ça. Moi, c'est ça mon obsession. Voilà, et puis il y avait hier soir au W aussi, c'était Placebo. 20 ans après leur premier passage, ils sont revenus. 4e passage au printemps. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons tourné hier soir. L'effet Placebo dure depuis 20 ans déjà. C'est l'occasion de fêter leur anniversaire en musique et en photo. Une rétrospective très attendue par le public. La France et le festival leur ont ouvert les bras dès leur début. Sur scène, le groupe enchaîne ses titres les plus connus. Une sélection pas si facile. On voulait respecter le fait que certaines chansons que nous n'aimons pas forcément ont contribué à faire ce que nous sommes. Donc on a dû choisir entre les chansons qu'on aimait, celles qui voulaient dire quelque chose pour nous, et celles qui nous ont rendus célèbres. Une performance sans faute, un show millimétré. Brian Molko, le chanteur au look androgyne, n'a pas pris une ride, sa voix non plus. Pourtant, le petit groupe londonien a bien grandi depuis ses débuts en première partie de David Bowie. Mais qu'on se le dise, l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour le célèbre duo des années 2000. Je pense pas qu'une rétrospective, ça signifie que c'est la fin. On est arrivé à un moment dans notre histoire où la tournée des adieux, c'est pas vraiment la tournée des adieux. On est des musiciens, on ne peut pas prendre notre retraite, parce que quand on est musicien, c'est quelque chose qu'on fait jusqu'à la mort. Si vous avez raté Placebo, la rétro des 20 ans se poursuit partout en France et en Europe. Et le printemps, c'est aussi des découvertes, c'est le cas des Inouïs. Nous sommes allés à la rencontre du groupe Fer qui se présentait hier après-midi, sur la scène des Inouïs Rock. Regardez. Un râle, un cri, une musique exotique et sombre, sans concession. Bienvenue dans l'univers de Fer. Des machines et une guitare pour voyager entre l'électro, la cold wave, le punk. À l'heure d'Internet, le groupe veut aller au corps à corps avec son public et cherche à se produire partout. Il
faut utiliser tous les outils qu'on a, mais on aime bien justement aussi se déplacer sur le lieu même. C'est pour ça qu'on a déménagé à New York juste pour promouvoir notre musique là-bas, déménagé à Mexico pour promouvoir notre musique là-bas et avoir vraiment un lien avec les gens. Maintenant, on a vraiment un public qui nous attend là-bas. Un séjour au Mexique qui leur inspire ce titre en espagnol, mais le groupe reste avant tout fan de la scène française. Il a choisi cette langue dès le départ. Parce qu'on trouve que quand on a envie de s'écouter de la musique française, il y a très peu de groupes, pas très peu, aujourd'hui en tout cas, très peu de groupes qui font ça en fait, et qui nous parlent. Et puis nous on aime le français parce qu'on est français. Ça nous manquait beaucoup dans le paysage. Surtout quelque chose de français avec une musique qui est quelque chose de nouveau derrière, quoi. C'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui dans la scène française, c'est pour ça qu'on fait ce genre de musique aussi, quoi. Oui, Marie-Louis, Faire, un groupe dont on devrait entendre à nouveau parler très bientôt. Ils seront au festival au quart de tour le 13 juin prochain. Voilà, et puis donc la soirée ne fait que commencer ici au Printemps de Bourges. Nous, on va aller manger avant d'attaquer une très grosse soirée. Et on vous retrouve demain pour raconter tout ça. Merci Jean-Philippe. Autre festival dans la région, le Festival des Jardins vient d'ouvrir ses portes au domaine du Chaumont-sur-Loire. 32 hectares de plantations dédiés cette année au pouvoir des fleurs. Mais avec le gel de ces derniers jours, elles ont un peu de retard. Olivia Villamy et Caroline Leduc sont allées les observer. Quelques myosotis pour une dernière touche de couleur. Cette année, les 25 jardins en compétition ne sont pas encore tout à fait prêts. Le gel des derniers jours a retardé la floraison. Les températures en fin de nuit sont négatives et du coup ça fait quelques dégâts sur certaines plantes assez fragiles, quoi. Comme on a eu un petit coup de chaud avant, les plantes se sont crues bien dans le printemps et on a un petit retour de l'hiver surprise, quoi, et qui malheureusement fait un petit peu de dégâts, mais dans 15 jours ça se verra plus. Cette année, l'édition sera particulièrement fleurie, baptisée Flower Power en référence au mouvement des années 70, mais pas seulement. La mise en évidence du pouvoir esthétique, du pouvoir symbolique, du pouvoir thérapeutique, du pouvoir maléfique parfois, parce que certaines fleurs peuvent tuer. Et donc nous avions cette volonté de célébrer cette extraordinaire force des fleurs. Et tant pis si elles ne sont pas toutes au rendez-vous, les premiers visiteurs puissent déjà l'inspiration dans ces jardins, imaginés par des artistes. C'est difficile de faire pousser des fleurs quand on a un jardin ombragé. Ici, ils ont utilisé des plantes des bois et ça donne des idées pour mon jardin. Le fait de flâner ou d'errer dans un jardin, ça amène soit la rêverie, soit la pensée, je crois. Ouais. Une rêverie qui dure chaque année 6 mois et qui attire plus de 200 000 visiteurs. Et avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations de ce jeudi. Alerte au gel dans les vignobles d'Indre-et-Loire. Les vignes d'Amboise ont été particulièrement touchées avec des pertes allant de 50 à 80%. Même constat à Beaumont-en-Véron où près de 50% des parcelles ont été endommagées. Du côté de Montlouis-sur-Loire, en revanche, des hélicoptères ont permis de limiter les dégâts. Le CHU de Tours se mobilise pour le maintien de ses emplois. 120 grévistes ont manifesté cet après-midi, place Jean Jaurès, pour dénoncer les suppressions de postes liées à la restructuration de l'hôpital. Selon les syndicats, 400 emplois seraient menacés d'ici 2026. Le Festival des Jardins vient d'ouvrir ses portes au domaine de Chaumont-sur-Loire. 32 hectares de plantations dédiées cette année au pouvoir des fleurs, mais avec le gel de ces derniers jours, elles ont un peu de retard. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle fin de soirée sur France 3.